Monsieur Bussereau. Merci Yves, merci Monsieur le Président de cette invitation, même si le devoir m'eût appelé aux Invalides, mais j'ai bien sûr souhaité honorer l'engagement vis-à-vis de l'UNAPL. Là, il faut bien comprendre que la nouvelle réforme régionale, la nouvelle réforme territoriale, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour les professions libérales, comme pour l'ensemble des entreprises, d'ailleurs, il faut s'y habituer. Le schéma communal français des 36 000 communes ne change pas, même si la loi permet ce qu'on appelle des communes nouvelles, c'est-à-dire des rapprochements de communes qui ont beaucoup de points communs. Il y a pas mal de communes dans les différents départements français qui vont mettre en œuvre cette disposition pour lesquelles il y a une incitation financière au 1er janvier, mais ça restera de l'ordre de quelques dizaines, guère plus. Les départements qui avaient failli disparaître gardent environ 90 à 95% de leurs compétences parce que le gouvernement a choisi de faire de grandes régions. Pas partout. On parlait à l'instant avec Édouard de la Normandie. Bon, il y a des régions qui ne bougent pas, enfin, ou qui se regroupent en petites régions. Et puis il y a des régions qui passent à l'échelle des Länder ou des grandes régions espagnoles ou italiennes. Moi, je vise en Charente-Maritime, région Poitou-Charentes, célèbre pour sa présidente ancienne, qui maintenant se retrouve avec l'Aquitaine et le Limousin dans une région de la dimension de l'Autriche et de la population du Danemark. Sauf que l'Autriche est un État fédéral. Voilà, comment tout ça va fonctionner ? Et comment on va porter les projets qui vont faire travailler les géomètres, les architectes, les différentes professions que vous représentez, comment on va installer le monde médical sur le terrain, ça ne peut fonctionner que si tout le monde travaille avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs la difficulté qui va se produire si dans une, deux ou plus, hélas, régions, le Front National est à la tête de l'exécutif. Parce que tout le système est fondé sur la coopération entre les collectivités. Il n'y a plus de compétences générales. Chaque collectivité a des compétences. Mais dès qu'il s'agit de bâtir un grand projet, aider une université, des laboratoires de recherche, construire des lignes à grande vitesse, électrifier le réseau classique à proximité des lignes à grande vitesse, faire des routes, bâtir des zones d'activité, il faut des cofinancements. C'est-à-dire qu'il faut mettre autour de la table la région, qui est chef de file en matière d'infrastructure, développement économique, le département, qui est chef de file en matière de solidarité territoriale, et l'intercommunalité, qui est maintenant en France le bras d'action des communes, puisque la quasi-totalité des communes de France sont des intercommunalités, et que certaines sont porteuses de grands projets, de beaux projets en domaine économique. Voilà. Donc, le nouveau système est un système qui, a priori, quand on le regarde rapidement, ne change pas, sauf que tous les projets d'une certaine importance, il ne s'agit pas de construire une école ou un collège qui resteront du domaine soit de la commune, soit du département, mais dès qu'on passe à des projets d'importance qui appellent l'intervention de professionnels de qualité, il faut qu'il y ait un concours commun sous forme de cofinancement et de mise au point du projet de ces collectivités. C'est donc à la fois, Yves, la chance de cette nouvelle carte, parce que ça associe tout le monde, donc ça doit libérer plus de financement et donc monter plus de projets, et la difficulté dans l'hypothèse d'écoles, j'espère d'écoles, où les collectivités, pour des raisons de nature politique ou politicienne, ne s'entendraient pas. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Nanquette, est-ce que la banque, le secteur de la banque est adapté ou s'est préparé à cette réforme et comment il peut l'accompagner pour rendre plus facile l'emploi dans les professions libérales, notamment ? Bien, d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui, Monsieur le Président, et l'animation que vous allez porter. Moi, simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui m'a plu dans l'organisation de cette journée, c'est le sous-titre « La fin du French bashing ». D'abord, je me sens mieux après l'intervention de l'économiste tout à l'heure, parce que ça nous a donné envie de vivre autrement. Et nous, au Crédit Lyonnais, LCL, aujourd'hui, on y est particulièrement sensible parce que nos locaux historiques datent de l'époque que vous évoquiez et que ce qui m'a donné envie de m'investir dans cette entreprise, c'est de rejoindre une communauté où des gens avaient créé quelque chose juste en 1863
Et je me suis toujours demandé comment ils avaient fait pour vivre les 20 premières années de la vie d'entreprise et de banque et d'y résister dans un moment de risque énorme. Et quand on lit les comptes rendus des conseils d'administration de l'époque, leur grande satisfaction, c'était d'avoir traversé la guerre de 70 sans disparaître. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette époque pour le regard que nous portons sur les nécessaires transformations d'aujourd'hui. La particularité aussi de la transformation territoriale, c'est celle qu'a évoquée Monsieur le ministre, Monsieur Bussereau, c'est qu'à chaque fois que nous transformons quelque chose, avec l'éducation que nous avons, nous croyons que c'est le cadre qui fera la chose. Aujourd'hui, il le disait tout à l'heure, le cadre change, mais c'est aussi les modes de fonctionnement qui changent et suppose de la coopération entre nous. Et ça, je l'observe dans tous les métiers, et c'est le cas particulier pour les professions libérales. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est votre organisation professionnelle, c'est votre système de formation, c'est le lien pour les professions, par exemple, de santé, le lien avec le système éducatif, les systèmes universitaires, la façon dont, dans chacune de vos entreprises, vous avez construit aussi des systèmes de promotion interne. C'est ça qui fait le dynamisme d'aujourd'hui et la capacité à se transformer, et qui est un gage d'investissement dans les nouvelles structures régionales. Si cet esprit qui est à l'intérieur des professions libérales, dans des entrepreneurs individuels organisés, gagne la sphère publique, là on arrivera à quelque chose. Et c'est pour ça que le dialogue social, tel qu'il a été évoqué tout à l'heure, est si important. Donc moi, le cadre, je ne suis pas un spécialiste de l'évolution des régions. Ce que je sais, c'est que nous sommes organisés avec Interfimo pour être présents dans 70 sites en France pour accompagner les professions libérales. Que nous avons fait le choix pour accompagner les grandes ETI françaises, parce que, pour l'essentiel, elles sont certes en région parisienne, mais il y en a de plus en plus en région, pour mettre des seniors banqueurs en région, au plus près des entreprises. Et le message d'espoir que je vois aujourd'hui, c'est de voir que, pour les brevets scientifiques, il y a 10 ans, 40% des brevets scientifiques étaient produits dans la région parisienne. Aujourd'hui, ce n'est que 30%. Ce qui montre bien que l'économie du numérique est en train de gagner l'ensemble de la France et de nous donner d'autres ressorts pour demain. Je dirais que pour les nouveaux territoires européens, je voudrais conclure là-dessus, ce qui me paraît le plus important, c'est que le territoire numérique, c'est lui qui change fondamentalement le cadre. Et vous avez vu hier dans les Échos que dans le baromètre des 500 premières start-up en Europe, ce sont les Français qui sont en tête pour la 5e année de suite. Il importe aujourd'hui que le cadre public donne à ces entreprises individuelles au départ la capacité de réussir dans l'avenir. Sinon, on sera à côté d'eux, nous, dans les banques, comme on le fait, puisqu'aujourd'hui, nous accompagnons près de 100 000 professions libérales. Merci. Je me tourne vers M. Blanchecotte. Est-ce que cette réforme qui a redessiné un peu la France et qui a conduit à la création de grandes régions géographiquement, est-ce que la taille, ça fait la force? Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de participer d'abord à cette table ronde, tous les intervenants. On va essayer de faire un débat contradictoire, donc pas forcément être d'accord. Après, mais bien sûr. En tout cas, pour ma région centre, c'est la continuité. Hein. Donc oui. Ça ne bouge pas, par exemple. Mais en tout cas, je pense que quand on regardait l'Alsace dans le temps, qui effectivement était une région qui avait la dernière en superficie, était quand même la 3e qui apportait en PIB à la France. Donc est-ce que la taille de nos régions aujourd'hui, c'est en lien direct avec l'économie d'une région? Je pense qu'aujourd'hui, on a des questions à se poser, et surtout au niveau libéral. D'abord, il faut une fluidité, effectivement, une mobilité, et ça, c'est les libéraux qui l'ont. Donc on peut travailler en interrégion. Mais en plus, si vous voulez, je crois aujourd'hui qu'il faut essayer de définir ce qui pourrait être l'évolution économique, et est-ce qu'une région, parce qu'elle va être très grande en superficie, va pouvoir développer des systèmes économiques qui vont permettre de développer les entreprises libérales. Donc c'est ça qui va être important, l'enjeu il est là, et aujourd'hui je pense qu'il y a à la fois des opportunités majeures, et on viendra peut-être tout à l'heure en discuter avec Monsieur le ministre, pour savoir s'il y aura une fluidité aussi entre les régions, c'est-à-dire qu'il y aura une opportunité par des fonds européens qui vont être donnés aux régions. Il
Il y a plus d'1 milliard d'euros qui va être donné pour la cohérence des territoires en France par l'Europe. Donc il faut absolument voir si effectivement entre régions aussi on pourra avoir cette fluidité et avoir cette cohérence territoriale. Je ne pense pas que les régions vont se développer les unes par rapport aux autres, même si l'immense région dont que vous citiez tout à l'heure, ça va contribuer. Il faut qu'il ait, au niveau des organisations administratives, au niveau de l'organisation politique et administrative de ces régions, il y ait aussi une cohérence. On l'a vu, nous, professions de santé, entre autres particulièrement pour les unions régionales qui vont fusionner les unes avec les autres, mais dont tout le monde se bat pour le siège social. Où va-t-il être? Et comment les différentes organisations vont pouvoir se mobiliser autour de ces immenses régions. Donc je crois qu'il y a à la fois des opportunités majeures pour que les professions libérales se développent dans nos régions, on a vu que les Français ont une mobilité extraordinaire, une créativité, donc peuvent exporter un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il faut garder à l'esprit que ce qu'il faut aussi, c'est une cohérence dans les territoires, région à côté de région. On n'est pas des régions les unes à côté des autres. Il faudra qu'il y ait cette cohérence. Merci. Monsieur Koutrouas, dont j'ai oublié de dire que vous étiez aussi professeur à l'université de Liévin et que vous souhaitiez intervenir aussi à un titre académique. C'est ainsi que vous me l'avez dit un petit peu. Quel est le regard extérieur, justement, alors de Bruxelles là-dessus? Tout d'abord, merci de cette invitation et merci d'avoir invité le Conseil européen des professions libérales. Ça prouve que le Conseil européen des professions libérales, qui a été fondé, je le rappelle, parce qu'il faut à l'initiative de l'UNAPEL dans les temps, et ça montre l'ouverture des professions libérales françaises vers l'Europe. Nous sommes actuellement dans un moment où justement l'Europe se tourne vers les professionnels libéraux en tant qu'entrepreneurs. Il y a une grande initiative, il y a 2 ans d'ici, par à l'époque vice-président de la Commission européenne, actuel vice-président du Parlement européen, Antonio Tajani, de créer un groupe de travail avec les CEPLIS et avec les représentants de toutes les monoprofessionnels européennes à Bruxelles, tous les représentants de professions à Bruxelles. L'objectif du groupe était de trouver comment on pourrait prendre les spécificités des professions libérales en considération quand on fait de la législation européenne sur l'entrepreneuriat. C'était la première fois. Je rappelle qu'il y a des années d'ici, quand le Small Business Act, l'acte de petite entreprise, a été promulgué par l'Europe, on était les grands oubliés. On disait qu'il y avait des articles là-dessus qui nous concernaient, il y avait du progrès là-dessus qu'on accueillait, mais nos spécificités étaient complètement ignorées. Tout à coup, on a une Europe qui crée un groupe de travail pour discuter justement comment minimiser la bureaucratie pour la création d'entreprises libérales et comment donner un accès aux fonds plus facile. La nouvelle commission a quelque peu tardé à suivre cet exemple. Bienkowska, la nouvelle commissaire, a pris une année pour se situer un petit peu dans cette réalité. Par contre, je peux maintenant rapporter que nous sommes en bonne voie. Le président du CEPLIS a reçu une lettre de la commissaire pas plus tard qu'hier. Et dans cette lettre, on nous annonce un document avec des indications sur le suivi des travaux de ces working groups pour la fin de l'année. On nous parle aussi d'une possibilité de lier les professions libérales avec les petites et moyennes entreprises dans un grand sommet, dans un grand forum qui va être organisé chaque année par la présidence du Conseil en rotation. Je pense qu'il s'agit de quelque chose de complètement nouveau pour l'Europe, les professions libérales et l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, on l'ignorait donc. Et il vient au bon moment. On a une Europe qui réalise que les professionnels libéraux en tant qu'entrepreneurs sont une force pour la fin de la crise, sont une force pour le développement. Et c'est à nous maintenant, au niveau national et au niveau européen, de soutenir cette initiative. Merci. Maître Delamaze,
qui vous engagez en plus dans le combat politique maintenant, puisque, il faut le dire, vous êtes candidat dans la grande région, ou comment on dit, la Normandie réunifiée. La Normandie réunifiée. Vous avez un micro devant vous d'ailleurs, c'est très simple. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité, parce que je viens à 2 titres, j'allais dire, pour venir un peu rapporter sur 5 années comme représentant de l'UNAPL au Comité économique et social européen, où j'ai eu la chance de voir Monsieur le Professeur et travailler avec François Bachkot. Et maintenant, effectivement, puisque les professionnels libéraux sont indépendants, maintenant m'engager à titre indépendant dans un combat en Normandie. Voilà. Alors, c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce croisement entre l'Europe et les régions. Alors, ça nous fait remonter au traité de Lisbonne, Maastricht, et tout ce qui a été développé dans ces traités. C'est une volonté européenne de s'appuyer sur les régions. Et je pense que les régions lui répondent bien maintenant, avec justement ces 13 nouvelles régions françaises. Et l'Europe également y répond bien par ses subventions, par son soutien aux régions, qui est fondamental. Et la force que vient de nous expliquer M. Boussereau, justement, trouvée à travers ces grandes régions, vont montrer que nous serons en partenariat, en intelligence avec l'Europe, maintenant de manière parfaitement équilibrée. Alors, ce n'est pas parce que M. Boussereau est là, mais je le dirais quand même, en tant qu'ancien collaborateur de M. Jean-Pierre Raffarin, je me souviens que Jean-Pierre Raffarin, qui m'avait confié également, aux côtés d'une APL, l'intérêt des professions libérales, nous avions cherché à les développer en France. Et déjà à l'époque, j'étais dans les années 90-2000, Jean-Pierre Raffarin raisonnait en région. Il nous avait demandé à ouvrir ces maisons des professions libérales dans les grandes régions, pour qu'il y ait justement cette notion de proximité et que les professionnels libéraux ne se retrouvent pas obligatoirement reliés sur Paris, mais qu'il y ait véritablement des régions animées. Alors, en écoutant M. Blanchecott, je pense qu'il y a 2 éléments qu'il faut mettre en réflexion. Ça fera certainement l'objet de notre débat. Est-ce qu'en fait, ces régions sont captatrices de tout intérêt des professions libérales et elles vont faire perdre toute notion ou isoler les professions libérales, ou au fond, et à cause, j'allais dire un peu à cause des métropoles, car le problème de la région, c'est les métropoles. 13 régions, c'est 13 métropoles. Hein. Et est-ce que les métropoles vont en fait étouffer le maillage nécessaire? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut examiner les choses avec optimisme. M. Ribaton nous l'a dit tout à l'heure, donc on va rester dans cet état d'esprit. Et je voudrais, pour terminer juste ce propos, prendre l'exemple des avocats. Alors je sais que la carte administrative judiciaire n'est pas la même que la carte politique régionale, mais le regroupement, vous savez, de la postulation des avocats à travers les cours d'appel, qui sont très proches en fond de la notion des régions, montre quand même qu'on a un besoin matériel de trouver des centres de réflexion et d'animation de nos régions. Alors c'est un peu l'idée des métropoles, c'est un peu l'idée des cours d'appel pour les avocats. Je pense qu'à partir du moment où l'Europe a voulu avoir comme interlocuteur les régions, on peut difficilement imaginer qu'elles n'existent pas avec toute la force qu'il faut et que les professionnels libéraux puissent les bouder ou considérer qu'elles sont au fond une force contraire au maillage local. Je pense qu'il y aura ceci dit un travail à faire avec les métropoles, mais ça je fais confiance à l'UNAPL pour savoir le réaliser. Dominique Bussereau, il y a une directive service au niveau européen. Est-ce que l'Europe est plus libérale pour les professions libérales que la France? C'est difficile plus contraignante. C'est difficile d'être moins libéral que la France, hein, avec le poids de l'État, le poids des réglementations. J'ai été ministre de l'Agriculture dans une vie antérieure et j'expliquais toujours aux agriculteurs qu'il y avait 3 niveaux de réglementation. Il y avait le niveau européen, dont ils se plaignaient à juste titre, souvent, même si par ailleurs l'Europe permettait leur développement. Niveau français, puis il y avait toutes les réglementations qu'eux-mêmes avaient mis en place par les innombrables organisations professionnelles agricoles et techniques qui avaient mis en place un niveau de réglementation qui s'appliquait à eux-mêmes et qu'ils venaient ensuite à contester. Donc la confrontation au grand large européen est toujours une bonne chose pour l'économie française
et les professions libérales françaises, je pense, peuvent tout à fait tirer leur épingle du jeu. Je voudrais revenir justement à propos des professions libérales sur le niveau de taille, parce que ça a été posé très, très bien tout à l'heure par François. La taille n'est pas la richesse, en effet. Il y avait un tableau, on parlait des échos tout à l'heure, qui était, je crois, dans les échos d'hier ou d'avant-hier, avec des budgets comparatifs des régions françaises ou des Länder allemands, et on est loin du compte. Parce qu'en effet, les régions, on en parle beaucoup actuellement, ça fait rêver, ou pas rêver, sauf que formation professionnelle, lycée, activité économique, point final. En Allemagne, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Les Länder ont la responsabilité totale de l'éducation. Il n'y a pas de ministre fédéral de l'Éducation nationale. Il y a un ministre issu des Länder qui coordonne et qui représente tout cela au niveau gouvernemental. Voilà, donc on est très loin de la décentralisation en Allemagne, et la loi NOTRe, bon, un petit peu à chercher à corriger certains dysfonctionnements, mais ce n'est pas une loi de décentralisation. On n'est pas dans l'esprit de Gaston Defferre et du président Mitterrand en 1982, on n'est pas dans l'esprit de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin en 2002. C'est une loi de compromis, mais ce n'est pas le grand soir de la décentralisation. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire pour les gouvernements et les majorités à venir. Alors, sur quoi reposent ces régions? Enfin, en tout cas les nouvelles, parce que pour les anciennes, les choses sont différentes. Elles reposent sur l'idée de métropole. Moi, très clairement, dans ma région, on n'a pas tant voulu s'allier à l'Aquitaine qu'avoir Bordeaux comme capitale. Pour l'image de Bordeaux, image européenne, image mondiale pour des raisons que l'on devine, image de qualité d'aménagement du territoire, avec le travail d'Alain Juppé, deuxième grande ville française la plus visitée après Paris. Donc nous, notre choix, c'était d'avoir Bordeaux comme capitale, en disant ça sera pour porter nos projets économiques à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Bordeaux, ça veut dire quelque chose. Tout le respect que j'ai pour Poitiers, originaire d'une partie de ma famille, Poitiers ne portait pas la même image. Bon, voilà, donc c'est là que les choses sont faites. Après, pour les professions libérales, il y aura le problème du maillage du territoire. Pourquoi on s'est battu au Parlement, en tout cas l'opposition républicaine, sur la loi Macron, en particulier sur l'implantation des notaires, parce qu'on a des craintes sur les services au public. Il faut bien voir aujourd'hui que l'État est assez nu sur les territoires. Les gendarmeries qui existent au niveau des cantons se sont groupées à des niveaux plus importants, les administrations des finances ou des douanes à des niveaux plus importants, les sous-préfectures sont appelées à disparaître dans de nombreux cas. Donc la présence de l'État sur le territoire est très faible. Donc la présence en réalité du service au public, c'est très souvent des professions libérales. C'est l'avocat, le pharmacien, le médecin, tous ceux qui sont sur le service de proximité, le géomètre qui travaille avec le monde agricole ou les collectivités. Enfin, je pourrais citer toutes les professions, les architectes, bien évidemment, toutes les professions libérales. Donc, c'est aujourd'hui la présence de services au public sur le terrain, c'est souvent les professions libérales plus que l'État. Et la loi NOTRe a donné d'ailleurs au département la possibilité, et c'est une possibilité dont je souhaite que tous les professionnels libéraux ici, en tout cas les représentants départementaux, Monsieur le Président Chassang de l'UNAPL se saisissent, et moi je vais le faire dans mon département, c'est de s'associer au département pour bâtir ces nouveaux services d'accessibilité, pas d'accessibilité en termes, ces schémas d'accessibilité, pas d'accessibilité en termes de handicap, mais d'accessibilité des services au public. Et là-dedans, les services des professions libérales sont souvent les plus importants. D'où, et je termine, l'effort que nous faisons pour permettre à des médecins de continuer à s'installer dans cette zone, mais pas seulement dans la ruralité. On a des jeunes médecins qui ne veulent pas s'installer dans les villes moyennes parce qu'ils savent qu'ils auront un jour des enfants et qu'ils préfèrent être dans une ville universitaire. Bon, donc il y a un vrai problème. Et hier, les statistiques étaient données sur les régions françaises où la présence médicale était la moins forte. Mon département, comme d'autres, a fait des efforts. On paye des bourses à des étudiants dans les 3 dernières années de médecine, avec ensuite des engagements d'installation en milieu rural. Ils se rajoutent au dispositif de l'État. Donc il y a la présence médicale qui est fondamentale pour qu'il reste encore des territoires qui ne soient pas oubliés. Et puis, et je termine là-dessus, le très haut débit. C'est clair qu'aujourd'hui, le très haut débit partout, c'est une absolue nécessité. Sauf que le très haut débit partout, ça coûte très cher. Moi, j'ai un département de 630 000 habitants l'hiver et au moins 2,5 millions l'été. L'installation des prises pour que chaque foyer, y compris la dernière ferme la plus éloignée, et ça, c'est plusieurs centaines de millions sur 10 ans. Donc là, c'est là qu'arrive l'écofinancement. Mais si on veut
avoir cette présence des professions libérales sur le territoire, etc., il faut que les collectivités, en ce moment, s'engagent complètement. Il faut que dans 5 ans, 60 à 70% du territoire non urbain soit couvert par le très haut débit. Il faut qu'on arrive à un délai de 100%, si possible dans le moins de 10 ans, et au maximum dans 10 ans. Et ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel nous avons besoin de l'Europe, nous avons besoin de financement d'État, et ensuite à nous d'organiser le financement entre les régions, les départements, les intercommunalités. Mais ça, je crois que c'est le grand défi d'aménagement et la nécessité absolue pour les professions libérales.